Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire « Comment développer avec succès un nouveau produit en agroalimentaire » dans le cadre de l'action donc Pocalim, qui est une action cofinancée par la DRAF et donc qui est organisée par le CERCIA Interface. Donc juste un petit point de technique avant de commencer. Donc là, on utilise l'outil Livestorm. Donc vous verrez sur votre droite, donc vous avez un onglet sondage, questions et chat. Et on vous invite à poser vos questions donc justement dans l'onglet questions à la fin de l'intervention d'Actalia et en toute fin d'événement. Il y aura justement un temps d'échange de questions sur ces créneaux-là. Donc, on passera par cet onglet questions. Et sachez aussi qu'à la fin de l'événement, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction avec également le replay. Donc, merci d'avance de remplir également le questionnaire de satisfaction qui est très important pour nous et qui permet d'avoir des retours justement sur l'événement et de vous proposer aussi des événements toujours en phase avec vos attentes. Alors, pour rappel, donc le programme, donc on va commencer donc de 9h à 9h15, c'est pourquoi innover, quelle stratégie de croissance choisir, donc par moi-même. Ensuite, de 9h15 à 9h45, donc je vais laisser la parole à Actalia, à Elodie et à Véronique, qui vont vous présenter donc comment optimiser le passage de l'idée au prototype et au marché en agroalimentaire. Et ensuite, de 9h45 à 10h, c'est Ornella qui prendra le relais sur les aides existantes en région et aussi la présentation d'un projet de refonte de packaging en agroalimentaire. Alors rapidement, donc, on va vous présenter le CERCIA. Donc le CERCIA, on est une association de conseil en technologie et en innovation donc, dans le secteur alimentaire et pour les entreprises agroalimentaires de la région Hauts-de-France. Donc on est membre de l'ACTIA, donc du réseau et d'un réseau agroalimentaire régional, et on est financé par la région et le ministère de la Recherche. Et à ce titre, on est labellisé cellule de diffusion technologique. Donc c'est un label du ministère de la Recherche qui encadre nos activités. Nos champs de compétences, donc au niveau donc, du CERCIA Interface, nous, on peut vous aider au quotidien dans la veille réglementaire, qu'elle soit technologique ou en termes d'emballage ou d'innovation produit. On peut vous aider également à trouver des aides financières pour vos projets, et notamment le diagnostic, innovation et l'industrie du futur. Donc Ornella vous en reparlera en fin d'atelier. On peut vous aider aussi à réfléchir sur l'intégration d'un nouvel outil numérique au sein de votre atelier en agroalimentaire, donc que ce soit la mise en place d'un ERP ou d'un MES. On peut vous aider aussi via le Diag Ecoflux, qui est un diagnostic cofinancé par BPI, d'améliorer la performance de vos ateliers et de réduire les coûts liés à vos consommations d'eau, d'énergie et de matière. On va vous aider aussi à promouvoir vos innovations, vos nouveaux produits via le concours Food Creative. Et enfin, c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, c'est bien sûr vous aider à développer des nouveaux produits, donc à identifier vos enjeux et à structurer vos projets. Au niveau de nos événements à venir, donc justement, je parlais du concours Food Creative. Donc là, c'est un concours qui est réservé aux entreprises agroalimentaires de la région des Hauts-de-France. Et donc, l'inscription sera possible à partir du 1er mars. Donc, si vous avez un nouveau produit ou un nouveau service, n'hésitez pas à le présenter dans le cadre du concours. Il sera peut-être parmi les lauréats ou les finalistes. Ensuite, le 1er mars, on vous donne rendez-vous donc pour un webinaire aussi pour échanger sur la loi AGEC. Donc, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et on vous donne rendez-vous également pour un événement dédié à l'innovation, donc AgroHub 2022, à la brasserie Moulin d'Ascq, où là, on va échanger sur la méthode Odyssée 3.14. Donc, c'est une méthodologie pour innover et imaginer de nouvelles pistes d'innovation. Je vais laisser la parole à Ornella qui va vous présenter le dispositif Pocalim. Merci Laurine. Alors, ce matin, nous vous proposons ce webinaire dans le cadre du projet Pocalim, donc qui est un projet qui vous est proposé par le CERCIA Interface et qui est cofinancé par la DRAC, donc la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Alors, quel est l'objectif de Pocalim? Pocalim s'adresse aux entreprises agroalimentaires de la région des Hauts-de-France. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur la réflexion des enjeux stratégiques pour le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, même pour réfléchir sur le modèle d'affaires, comment innover, quel axe d'innovation mettre en place au sein de son entreprise. Et justement, cela va passer par différentes étapes telles que le décryptage du marché visé, des produits concurrents, l'identification des attentes des clients ou éventuellement la définition de la valeur de vos produits. Donc, plusieurs axes qui peuvent être étudiés dans le cadre de Pocalim. Et cet accompagnement sera fait par les conseillères du CERCI Interface, donc Laurine et moi, qui justement avons déjà accompagné d'autres entreprises sur ces thématiques. Alors, pourquoi le nom Pocalim? Pocalim, tout simplement parce que ça vient de POC, donc Proof of Concept ou preuve de concept, et Alim, donc de l'alimentaire. Et pourquoi une preuve de concept? Parce que dans un processus d'innovation, la preuve de concept est le premier prototype que vous allez pouvoir tester sur le marché ou que vous allez pouvoir confronter avec vos collaborateurs, avec des experts du marché. Donc, cette preuve de concept est assez intéressante parce qu'elle permet justement d'avoir des premiers retours pour assurer au maximum le succès de votre projet ou produit sur le marché. Donc, l'idée, justement, dans le cadre de Pocalim, c'est de vous accompagner sur la réflexion et la définition de ce POC et également sur la suite de votre projet. Du coup, je repasse la parole à Laurine pour nous présenter la première partie. Donc, pourquoi innover et surtout, quelle stratégie de croissance choisir? Merci Ornella. Alors, en introduction, donc pourquoi innover? Alors, on voulait présenter un peu, un exemple qui est assez connu, c'est, l'exemple de Kodak, hein, qui était un peu, voilà, leader, sur le secteur de l'argentique, au siècle dernier et qui n'a pas su prendre le virage du numérique et a été menacé de faillite en 2012. Donc aujourd'hui, l'entreprise, a su rebondir et s'est tournée vers d'autres marchés, hein, des marchés B2B et voilà, et se diversifie dans d'autres activités. Donc voilà, pour répondre à la question, pourquoi innover? C'est avant tout, perdurer. C'est aussi, se démarquer, sur son marché, améliorer sa productivité, réduire les coûts, aussi établir de nouveaux partenariats et donc l'objectif final, c'est aussi augmenter la valeur de l'entreprise. Ce qu'on avait aussi envie de vous dire, c'était que voilà, l'innovation, c'est aussi, un état d'esprit, c'est une volonté d'amélioration continue. Faut pouvoir être, créatif, donc c'est bien, c'est que tout le monde peut être créatif. C'est, avoir des nouvelles idées, faire des recherches, être curieux, savoir se remettre en question et avoir, de l'audace. Alors, en termes d'innovation, on définit souvent, l'innovation, en niveaux. Alors c'est des niveaux qu'on peut utiliser nous dans le cadre justement, de Food Créative, hein, pour, identifier les projets et les produits les plus innovants. Donc on différencie souvent l'innovation, incrémentale qui a un impact technologique, mineur et un impact sur le marché qui est faible, à, l'innovation, radicale, qui a un impact sur le marché assez fort avec, aussi des technologies, des nouvelles technologies, et des technologies innovantes sur le marché. Donc voilà, on différencie un peu ces 2 types d'innovation, donc je vais vous donner des exemples par la suite. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement, l'innovation, elle va finalement concerner, différents piliers au sein de l'entreprise, hein. Ça peut être sur la proposition de valeur, que ça soit sur les produits, les services, le client, sur l'architecture de valeur de l'entreprise, donc c'est la façon finalement dont elle va produire le bien ou le service et l'équation, de profit entre, les coûts qui vont être dépensés pour produire ce produit et service et le chiffre d'affaires, qui va être obtenu. Donc là, c'est des petits exemples, justement de produits, et services qui sont assez innovants, en agroalimentaire ou aussi dans d'autres secteurs où, finalement, voilà, on voit Nespresso qui a su innover sur l'ensemble de ces 3 piliers. En termes d'innovation, je vous parlais d'innovation de rupture, pour moi, un des sujets, un des projets assez innovants en ce moment, c'est, les fermes verticales,
qui sont proposés en magasin. Et voilà, je vous ai mis aussi l'exemple de Tomorrow, qui est une jeune start-up donc incubée en région et qui s'appuie aussi sur ces innovations-là pour développer aussi des nouveaux produits et services. Et ensuite, un exemple, on va dire, assez fréquent aussi quand on parle d'innovation sur l'équation de profit, c'est les journaux finalement gratuits qui ont complètement remis en question aussi le marché de la presse écrite. Donc voilà, maintenant, comme ça me permet d'introduire donc l'innovation de modèle d'affaires, l'innovation de business model. Donc qu'est-ce qu'un business model? C'est la description des mécanismes qui vont permettre à une entreprise de générer des profits. Donc ça va être par exemple, comme je vous le disais, hein, c'était, développer un nouveau produit ou service ou aménager votre atelier pour réduire vos délais de production ou vos déchets ou pourquoi pas aussi, adopter une nouvelle manière de vendre ou une nouvelle manière de communiquer. Donc là, voilà, c'est aussi ça, dans le cadre de Pocalim, c'est vous aider finalement, à bien identifier votre modèle d'affaires et vous aider à innover sur ce modèle d'affaires. Là, je vous ai mis l'exemple de Michel et Augustin, voilà, qui est une entreprise, qui a su innover justement sur sa manière de communiquer. Alors, si on parle de stratégie de croissance, il y a différentes options bien sûr qui s'offrent, aux entreprises. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec cette, matrice, ça vous permet, finalement d'identifier les actions que vous allez mettre en place, que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir, innover. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est de vous présenter donc cette matrice qui vous présente à la fois, qui est sur 2 axes, sur le degré de nouveauté de l'offre et sur le degré de connaissance, des marchés. Donc si on parle par exemple, des nouveaux marchés avec un produit existant, donc on est bien sur la case, développement de marché. Donc là, par exemple, vous passez d'un marché B2B à un marché B2C, quelles vont être les actions que vous allez devoir mettre en place derrière pour pouvoir innover donc sur ce créneau-là. Ça va être par exemple faire des études marketing pour identifier les facteurs clés de succès. Donc là, j'ai mis un POC parce que finalement, ça va vous obliger, vous, à créer un nouveau modèle d'affaires pour cette innovation-là. Ça va être réorganiser vos moyens commerciaux, ça va être développer une communication efficace pour, vous faire connaître. Ensuite, si on est sur des marchés existants, mais que vous voulez justement innover sur des nouveaux produits, donc là, on va être dans le développement de produits. Donc ça va être, vous allez nécessairement faire des études de R&D, donc aussi un POC. Vous allez avoir besoin de faire des acquisitions de nouvelles compétences, peut-être, avoir besoin de créer des nouvelles lignes et des moyens de production dédiés. Donc voilà, en fait, finalement, pour chaque, typologie d'innovation, il y aura des implications, chez vous et le dernier niveau, donc c'est la diversification finalement, où là, vous allez, cumuler à la fois, les actions que vous allez mettre en place sur la partie développement de produits et aussi les actions que vous allez mettre en place sur le développement de marché. Et donc du coup, les risques sont démultipliés pour vous, mais c'est peut-être aussi, une option, à prendre en compte. Et donc c'est aussi, finalement, quand vous voulez innover, essayer de placer un peu les différentes options aussi, en fonction du projet. Donc voilà, j'en ai terminé pour, ma partie. Alors je vais laisser la parole maintenant, à Élodie et à Véronique qui vont vous présenter donc Actalia Innovation. Je vous laisse, la parole. Bonjour, merci Lorine. Élodie Leroy-Rio, je suis directrice innovation au sein d'Actalia. Alors, Actalia, c'est un centre technique, c'est le premier centre technique agroalimentaire au niveau national, de par son envergure. On compte 170 collaborateurs sur 12 implantations en France. On a un siège social à Saint-Lô, pour la petite histoire. On est agréé Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation. Et en fait, on est constitué de 6 unités. 2 qui sont spécialisées plutôt dans les produits laitiers et les 4 autres qui travaillent sur tous les types
de produits alimentaires, notamment sécurité des aliments, Actalia Sensoriel qui est spécialisée en études quantitatives et études sensorielles, et la partie innovation que nous représentons, Madame Lavatine et moi, aujourd'hui. Véronique Lavatine est responsable de projet R&D au sein d'Actalia Innovation. Alors, pardon, je n'ai pas activé ma caméra. Ornella, ça me bloque. Message. Depuis plus de 10 ans, donc Actalia Innovation, nous sommes spécialisés en innovation et on associe différentes expertises en conception et en développement pour pouvoir accompagner les entreprises. Alors, on a différents types d'interlocuteurs et de structures accompagnées qui vont du porteur de projet à la PME jusqu'au grand groupe. Donc de l'idée au marché, ou plutôt même du challenge à relever aux solutions appropriées, et toujours depuis plus de 10 ans en plaçant les consommateurs et les usages au centre de notre démarche. Alors pourquoi? Parce qu'on a vraiment une conviction forte, c'est qu'une innovation réussie, c'est une innovation qui répond à une problématique de consommation, d'où cet angle usage et consommateur qui est vraiment le cœur de notre démarche. Alors, pardon, parce que j'ai un message qui reste bloqué sur mon écran. Donc, on a mis en place une démarche structurante, complète et modulable au fil des années, qui se compose de 5 grandes phases. La première, c'est explorer, problématiser. L'objectif de cette phase, c'est vraiment d'identifier des insights et des usages sur lesquels on pourra s'appuyer par la suite et de vraiment cerner la problématique, parce que ça nous arrive de travailler aussi sur d'autres sujets que la création de produits au sens strict. La deuxième étape, c'est concevoir, solutionner. Dans cette étape-là, le but, c'est de générer des concepts créateurs de valeur et dans l'étape 3, expérimenter, valider, et c'est tout l'intérêt par rapport au POC dont on parle aujourd'hui, d'optimiser avant le passage en R&D, puisqu'on sait que cette partie R&D, elle représente des coûts importants. Donc l'objectif des phases 1 à 3, c'est vraiment de sécuriser au maximum avant de passer en développement. Et donc la phase 4 et la phase 5, de donner vie justement au concept qu'on aura pu imaginer à partir de ces POC notamment, avec 3 étapes potentielles, la phase maquette, la phase pilote et jusqu'au transfert industriel. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a aussi structuré cette démarche pour pouvoir avoir des étapes intermédiaires ou des filets de sécurité, justement, avec la possibilité d'avoir un go ou un no-go, ce qui est très rare, mais on peut prendre en compte également entre chacune de ces étapes. Alors, sur quoi sont basés ces go et ces no-go potentiels? Sur les résultats justement de chacune de ces phases, donc potentiellement des études consommateurs, puisque on voit sur l'ensemble de la démarche, on a cette intégration du consommateur sur les différentes phases. Donc, ça peut passer par un certain nombre d'études consommateurs, on va le voir dans le détail. Alors, on a 2 sites, Rennes et Saint-Lô. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer comment on dispose d'espaces études justement consommateurs ou utilisateurs, aussi bien à Rennes qu'à Saint-Lô, pour mener des études spécifiques avec des salons de visionnage. 2 cuisines d'observation, donc c'est la photo que vous voyez en haut à gauche. Là, on est sur une cuisine version consommateur, qui est une cuisine ménagère, monsieur et madame tout le monde, mais qui est équipée d'un système de caméras et de micros qui permet vraiment d'être dans des études basées sur l'observation et qui sont très riches en apprentissage pour comprendre vraiment les problématiques des consommateurs et aller au-delà de ce qui peut être dit ou même conscient par les consommateurs et de vraiment montrer les usages et identifier des insights au cours de ces études. Et on a l'équivalent en version RHF à Saint-Lô. Des salles de créativité également, un atelier de prototypage, et quand on parle de POC, ça prend encore plus son sens, c'est pouvoir
maqueter ou modéliser au plus proche de la réalité, notamment pour faire des tests consommateurs après, et une importante halle R&D qui comprend une cuisine expérimentale, des équipements de pilote multifilières qu'on peut ajuster en fonction des besoins aussi, et un agrément sanitaire pour la fabrication de pré-séries commercialisables. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de chacune des phases, c'est l'enchaînement qui est important aussi. Donc, c'est vraiment, nous, notre conviction profonde, c'est de s'appuyer sur les apprentissages des consommateurs ou des utilisateurs, donc identifier ces insights et ces usages, bien cerner la problématique avant finalement de générer les idées ensuite. On part vraiment du consommateur, et le but de ces phases exploratoires, c'est d'identifier leurs attentes, leurs besoins, les motivations, les freins. On l'a vu tout à l'heure, une innovation réussie, c'est une innovation qui répond à une problématique de consommation. Donc, c'est vraiment ce but de cerner la problématique d'un point de vue consommateur. Donc, on dispose pour ça de différentes méthodologies. Donc, sur les études conso en tant que telles, on peut mener des groupes qualitatifs, des focus groups ou des entretiens. J'ai parlé de la partie observation en situation avec l'Action 360. On peut être amené aussi à faire des études directement chez les consommateurs ou dans les lieux de consommation. Et on dispose pour cela d'un certain nombre d'outils. Donc ça, c'est la partie consommateur. Mais voilà, si je reviens sur cette slide-là, on mène aussi des études de marché d'un point de vue qualitatif. Donc on va explorer ce qui se fait sur un marché, soit par ce que l'on appelle une méthodologie de web safari. Donc c'est un safari sur les réseaux sociaux, sur les blogs, par exemple, qui sont centrés alimentaires. Ça nous permet de détecter, notamment quand on parle d'influenceurs ou de choses un peu particulières, de détecter aussi des signaux faibles. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les signaux faibles, mais c'est des éléments qui peuvent être précurseurs de tendances beaucoup plus fortes sur les années qui viennent. Alors, on n'a jamais la réponse absolue, mais quand on détecte sur ce type de réseau des éléments un peu récurrents sur une thématique, ça nous permet de nous dire aussi que ça peut être une thématique porteuse et intéressante à creuser pour générer des idées et développer un concept derrière. Donc, les études marché, les études de tendance, les études exploratoires, je l'ai dit, et on me demandait ce qu'on considérait être les facteurs clés de succès. Alors moi, pour cette étape-là, ce qui est vraiment primordial, c'est de bien partir des consommateurs. On a tous des idées, on a tous potentiellement des super idées. En tout cas, une idée, il faut qu'elle trouve son marché. Hein. C'est la définition de l'innovation. C'est au-delà de l'idée, c'est la différence avec la créativité. L'innovation, c'est une idée qui trouve son marché. Et donc, le marché étant représenté par les consommateurs, il faut bien à minima reboucler avec les consommateurs que cette idée peut être intéressante. Et le mieux, c'est vraiment de se baser sur les attentes des consommateurs en amont, donc bien identifier leurs problématiques à eux. Et ce qui est pour moi primordial aussi, c'est de croiser les éléments, c'est-à-dire vous, ce qui constitue votre personnalité, votre structure, vers quoi vous voulez aller, vos propres convictions. Croiser ces éléments avec les éléments de marché pour s'assurer qu'il y a une place aussi pour vous sur ce marché et définir des stratégies de positionnement, des stratégies marketing. Et reboucler, donc le troisième élément, les consommateurs cibles. Et là, c'est pareil, on assiste dans l'évolution des études, on voit de plus en plus une fragmentation des consommateurs. Donc, on ne peut plus dire, ou peut très difficilement dire maintenant le consommateur dans son ensemble. On arrive vraiment à des choses, des éléments très différents pour les consommateurs, avec des sous-cibles, voire des micro-cibles, avec des gens qui peuvent réagir très différemment, qui vont acheter dans des circuits de distribution différents, qui ont des valeurs différentes.
On ne parle plus forcément d'urbain, ni de périurbain, mais de néo-ruraux. Voilà, tous les paramètres qui étaient un peu classiquement pris en compte pour les études, comme le revenu ou les CSP, les catégories socio-professionnelles. On essaye, elles sont toujours valables, mais on essaye vraiment de les mixer avec d'autres paramètres parce que les consommateurs sont de plus en plus complexes à cerner. Et on ne parle plus d'archipélisation ou de fragmentation des consommateurs. Donc l'idée, c'est de vraiment bien définir ces consommateurs cibles aussi. On peut difficilement parler à tous les consommateurs. Donc, sur la base de ces insights et des problématiques qu'on a pu identifier dans cette première phase, le but après, évidemment, c'est de s'appuyer sur ça pour générer des concepts créateurs de valeur. Alors, nous, on travaille beaucoup en intelligence collective sous forme d'ateliers de co-conception avec des méthodologies de design thinking, par exemple, des ateliers de co-design avec des utilisateurs. On peut également travailler en autonomie sur des cahiers d'idées dans le but de générer des portefeuilles de nouveaux concepts produits et emballages, jusqu'à la création de plateformes de marque ou d'une identité graphique. Donc là, on voit l'objectif vraiment de cette phase-là en co-design, c'est de générer des idées pertinentes et différenciantes, donc avec des ateliers collaboratifs en priorité. Alors pourquoi des ateliers collaboratifs? Souvent parce qu'on est persuadé que l'intelligence collective est un des leviers très forts pour générer des idées et pour trouver des solutions à une problématique donnée. Donc on a à cœur de travailler en mode multidisciplinaire au sein de notre équipe chez Actalia Innovation, mais également avec toutes les structures que l'on accompagne. Donc, on fait des ateliers d'intelligence collective comme ça autour de la table. On mixe des gens du marketing, de la R&D, du commerce, même des RH. Et si ce sont des structures plus petites, ben, c'est pas grave, nous aussi on a des personnes qui peuvent intervenir pour renforcer les équipes. Mais l'idée, c'est de croiser les regards et de croiser les expertises pour voir la problématique sous différents angles. Donc ça, c'est un élément important, et de bien avoir défini le challenge créatif en amont sur la base des problématiques identifiées. Et enfin, pour moi, un des éléments principaux à prendre en compte pour que ça soit un succès, c'est d'assurer la cohérence globale. C'est certes, on imagine un produit, mais ce produit, il a un pack, une marque, un graphisme qui doit correspondre au cible que l'on aura identifié. Sur la partie expérimentée, validée, donc c'est là, une fois qu'on a des idées et qu'on a sélectionné des idées, le but, c'est d'enrichir ces idées et notamment en s'appuyant sur l'expérience utilisateur. Donc c'est là qu'on parle du fameux POC. Et là, voilà, on travaille sur les aspérités de l'expérience de consommation. Et l'idée, c'est de pousser le plus loin possible le degré de concrétisation des concepts. Alors pourquoi? Parce que on pense que justement cette dimension usage est importante, et si on arrive à vraiment modéliser, prototyper ce concept pour pouvoir le mettre finalement sur la table au sens propre du terme, devant des consommateurs pour faire des tests de concept, on sera d'autant plus fort et d'autant plus juste. Alors, il y a d'autres méthodologies qui existent sur les tests de concept qui sont classiques, qui s'appellent des concept boards. Donc, c'est vraiment sur une planche de concept avec juste le visuel, qui est évidemment une méthodologie intéressante et éprouvée aussi. Mais nous, on pense que plus on peut aller loin dans cette concrétisation et que le consommateur puisse vraiment prendre en main le prototype, le toucher, l'utiliser et se mettre pratiquement en situation réelle de consommation derrière, au plus juste on sera sur ces éléments et pertinent pour la suite du projet, et c'est ce qui permet aussi d'ajuster justement ces expériences de consommation pour être le plus à l'aise possible dans les phases de développement derrière. Donc encore une fois, on fait appel à la multidisciplinarité, notamment avec des designers qui travaillent sur les projets, mais aussi les aspects marketing et les aspects développement qui sont pris en compte dès ce stade-là aussi. Et là, c'est l'idée de pousser le plus loin possible les curseurs sur différents aspects. Donc, vous travaillez sur les aspects fonctionnels,
du produit, les aspects émotionnels, serviciels, les aspects environnementaux qui sont de plus en plus pris en compte, bien sûr, et les aspects culinaires. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'appréhender le produit ou l'idée de façon très globale pour le rendre le plus riche possible. Et sur la base de ces concepts, donc c'est l'idée de proof of concept, hein, on est vraiment dans cette veine-là, c'est de se servir de ça pour reboucler. Je parlais de go, no go, donc là on peut avoir une boucle avec des consommateurs pour optimiser ces concepts, pour les évaluer, et avoir même des boucles de co-optimisation. On peut faire intervenir les consommateurs encore à ce stade de concept, dans l'idée de prouver ce concept en incluant des consommateurs sur des ateliers aussi, et de co-optimiser avec eux le concept final avant de passer à la partie développement. Et pour la partie développement, je laisse Madame Lavatine reprendre la parole. Bonjour. Donc dans la continuité de ce qu'a présenté Élodie, donc effectivement sur la base en fait de ces concepts éprouvés auprès des consommateurs, nous notre rôle par la suite en fait ça va être de donner vie en fait à ces concepts, donc de les concrétiser depuis la phase maquette jusqu'au transfert industriel chez le client. Et le but, en fait, de ces différentes étapes, c'est vraiment de fonctionner en scale-up, en sécurisant à chaque fois chacune des étapes, donc la phase maquette, la phase pilote et le transfert industriel, avec de la même façon que sur la partie conception, des étapes go-no-go ou alors des rebouclages afin de s'assurer qu'à chacune des étapes, on est vraiment en phase avec les attentes du client. Donc tout d'abord, en fait, la première étape, la phase maquette, on va travailler sur toutes les approches du produit, donc les différentes facettes, donc autant sur des aspects de formulation, donc en abordant le côté culinaire, le côté nutritionnel, le côté typologie d'ingrédients, savoir en termes de cahier des charges si des typologies d'ingrédients en fait ne sont pas autorisées ou souhaitées par le client. Et ensuite, évidemment, tout ce qui est caractéristiques sensorielles et physico-chimiques. Donc, par rapport à ces paramètres, on va s'appuyer par rapport à des outils de mesure et sinon un panel interne sur les aspects sensoriels. Et on va travailler aussi sur les aspects de faisabilité industrielle. Donc, c'est-à-dire que même à cette première étape de maquette, on est en fait sur des petits modules de fabrication, mais à chacune des étapes, on a toujours en tête en fait le transfert industriel. Donc, on a la caractéristique finalement de chacune des étapes versus le process industriel. Ensuite, on travaille aussi sur tout ce qui est approche durée de vie et prix de revient, bien sûr. Alors, l'approche durée de vie, on travaille notamment en partenariat avec nos collègues de la sécurité des aliments qui sont vraiment des experts en fait sur cette partie sanitaire. Et on va venir en appui sur leurs connaissances pour bien définir en termes de caractéristiques produits et de critères microbiologiques en fait à suivre et évaluer pour avoir ces premières approches. Et tout ça en étant aussi en lien avec la partie emballage qui fait partie du triptyque formulation process emballage. Donc l'objectif en fait de cette première phase maquette, c'est vraiment de concrétiser format petite maquette. Donc on va dire c'est souvent sur entre 5 et 10 unités produits pour s'assurer qu'on aboutit bien en fait à ce qui a été établi au niveau du cahier des charges et reboucler avec le client au cours en fait de dégustation, donc soit sur place ou alors soit chez le maître d'ouvrage, afin de s'assurer qu'on est en tout point en phase avec sa demande. Donc une fois que cette partie maquette est validée, donc on va
on va passer en phase pilote. Donc, en fait, la phase pilote, c'est reproduire finalement cette phase maquette sur des outils représentatifs des contraintes industrielles. Donc, on réalise en fait cette phase pilote dans notre hall technique à Saint-Lô. Donc, on a différents matériels qui font généralement entre 50 et 100 kilos de mise en œuvre. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de venir au plus près des process du maître d'ouvrage pour que le dernier scale-up, en fait, au niveau du transfert, se fasse avec un minimum de recalage. Et donc, en fait, au niveau des produits sur lesquels on travaille, donc évidemment, on ne peut pas avoir tous les matériels pilotes en fait des différents secteurs d'activité. Donc, en fait, on est basé un peu sur le système du 80-20-20, 80-20, pardon. Donc, on a à peu près différents outils en fait que l'on utilise régulièrement par rapport à des projets. Et après, en fait, le hall est configuré vraiment un peu comme un pulse, c'est-à-dire qu'on est en capacité de bouger les différents matériels et venir accueillir finalement du matériel en prêt ou en location pour à chaque fois s'adapter finalement à la typologie du produit sur lequel on travaille. Donc ça, c'est un critère important pour nous qui permet d'être totalement modulable et justement à chaque fois de s'adapter au produit et à la demande. Et c'est aussi un critère important pour nous par rapport justement à la pluridisciplinarité et puis en fait de capitaliser sur les projets les uns par rapport aux autres sur lesquels on travaille et de pouvoir faire des ponts entre les différents thématiques abordées. Donc, au niveau de cette phase pilote, en fait, on va retrouver un peu les différentes thématiques que l'on a évoquées en phase maquette. Mais là, le but, en fait, c'est d'aller plus loin en termes de validation et notamment au niveau de la durée de vie. Là, on est vraiment sur un critère de validation de durée de vie où en fait, on sécurise tous ces aspects en faisant études de vieillissement, donc autant microbiologique qu'organoleptique, en fait, pour coupler les deux paramètres et pour pouvoir en fait faire ce retour auprès du client. Ensuite, au niveau de l'emballage, donc on travaille là sur des emballages en fait qui seront très proches des emballages finaux, donc autant sur des aspects de matériaux que sur des aspects de forme, parce qu'évidemment, si on est sur des produits que l'on soumet en traitement thermique, le matériau, l'emballage en fait est primordial. Donc, dans cette phase pilote, on travaille vraiment sur des emballages qui sont très proches des emballages finaux. Et tout ça, en fait, on le reboucle avec le facteur prix de revient parce qu'évidemment, c'est un paramètre essentiel. Donc, on réévalue tous les rendements de fabrication à chacune des étapes depuis la préparation jusqu'au conditionnement final pour pouvoir fournir au maître d'ouvrage un prix de revient direct, donc autant sur la partie ingrédients, emballage et première approche au niveau main-d'œuvre. Donc, une fois que ces différents éléments sont validés avec le maître d'ouvrage, on a la possibilité de réaliser des pré-séries qui nous permettront de reboucler, notamment auprès d'un panel conso sur les paramètres plutôt qualitatifs. Donc, c'est un point important pour nous parce que le consommateur reste vraiment centré sur notre démarche de développement. Donc, c'est une possibilité en fait qu'on propose pour sécuriser une fois de plus la démarche d'innovation. Et une partie aussi qui est possible en fait d'intégrer dans la demande, c'est toute la partie en fait matérielle, c'est-à-dire de dimensionner les investissements en fonction des recommandations qu'on pourrait faire aux différentes étapes unitaires. Donc en fait là, en se basant sur la partie volume prévisionnel, en fait, on accompagne le maître d'ouvrage sur le dimensionnement de son matériel et éventuellement le transfert en fait sur son site.
Et donc, en dernière étape, le transfert industriel. Donc, c'est tout simplement en fait le changement d'échelle entre notre halle technique et le site du maître d'ouvrage. Donc, effectivement, le transfert en fait peut se réaliser directement chez le client. Donc, là, on l'accompagne dans ce changement d'échelle en revalidant la répétabilité finalement des produits sur lesquels on a travaillé et en formant le personnel aux différentes étapes unitaires. Mais on a aussi la capacité de réaliser des mini-productions dans notre hall technologique parce qu'en fait, on a un agrément sanitaire qui nous permet de commercialiser ces premières petites productions. Donc, en fait, cette étape permet éventuellement aux clients de sécuriser ses investissements. Bon, par contre, il faut préciser que cette partie petite production, justement, n'est là que pour permettre aux clients d'avoir une certaine quantité de produits pour pouvoir tester ces marchés, mais on ne s'inscrit pas ensuite dans un schéma de production sur le long terme. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'accompagner le client dans sa recherche de sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, c'est un schéma qui se produit de plus en plus, de commencer en fait sa production par un schéma de sous-traitance pour toujours en fait dans un aspect de sécurisation d'ailleurs, et de le transférer dans un second temps sur son site. Donc voilà, de façon assez rapide, les différentes étapes par lesquelles on passe pour donner vie au produit depuis les éléments de cahier des charges issus de la phase de conception jusqu'au produit sur le marché. Et là, c'est quelques slides en fait qui illustrent ce qu'on vient d'évoquer en fait avec notre cuisine expérimentale qu'on peut voir sur la photo en haut à droite. Et ensuite, après un exemple avec différents outils industriels en bas. Et donc, nous, au niveau de ces facteurs clés de succès, on est vraiment convaincus justement de la continuité, de la pertinence de la phase de conception-développement qui nous permet vraiment de définir en amont au mieux les critères du concept pour pouvoir travailler dessus de façon beaucoup plus disons concrète et beaucoup plus directive par rapport aux demandes du client. Donc, je vais peut-être te laisser la main rapidement, Elodie, sur la partie exemple. Merci. Juste la dernière slide, je pense qu'on est pile dans les temps après pour les questions aussi. Une slide pour vous montrer un exemple. Vous pouvez en retrouver quelques autres sur notre site internet, mais voilà, c'est un exemple qui s'appelle le marché gourmand. Pour vous dire qu'on a fait des études de tendance et des études consommateurs vraiment en amont du projet, qui nous ont permis de dégager un insight consommateur que vous voyez ici. Donc l'insight, c'était j'ai envie de consommer plus souvent des légumes frais pour leurs bienfaits et un meilleur équilibre alimentaire, mais je manque de temps pour cuisiner ces légumes frais, voire même d'expertise culinaire pour les préparer de manière savoureuse. Je passais un peu vite tout à l'heure sur Insight. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le terme, mais c'est juste cette petite définition, parce qu'en plus, il y en a plusieurs qui existent. Pour nous, c'est vraiment ça désigne la perception d'une réalité. Ce que l'individu ressent, c'est une attitude, une croyance vraiment profonde. Donc, ça ne suffit pas de juste demander au consommateur qu'est-ce qu'il aimerait ou qu'est-ce qu'il voudrait. Il faut vraiment aller creuser, d'où l'importance des méthodologies pour ces études consommateurs et d'avoir cette dimension détection des usages, puisque le pouvoir de l'observation est très fort aussi sur ces parties-là. Donc c'est une attitude, une croyance profonde des consommateurs qui peut jouer comme un frein ou comme une motivation à un comportement. Pardon. Et souvent, ça marche par contraste, c'est-à-dire qu'on a une phase de souhait, d'observation qui pourrait se matérialiser par j'aimerais. Donc c'est le sentiment ou le besoin ou le désir du consommateur qui provient d'un constat à un moment donné. Donc j'aimerais parce que, donc là il faut donner une justification
justification, même si elle est inconsciente, et on arrive à cette dimension de frein qui se matérialise quand on écrit un insight, souvent par le mais. Donc, c'est voilà, essayer de résoudre in fine par la génération d'idées et par le concept la quadrature du cercle qui se pose dans l'esprit des consommateurs entre un souhait, un désir, une motivation et un frein, le frein auquel le consommateur est confronté. Donc, voilà, quand on parle de bien cerner la problématique, ça fait partie des éléments importants sur lesquels s'appuyer après sur la génération d'idées. Donc cet insight consommateur, on l'a transformé en challenge créatif. On a travaillé en intelligence collective, comme je vous disais tout à l'heure, pour générer des idées. Et parmi les idées est sortie cette idée de marché gourmand. Donc là, vous avez une petite photo à gauche de la matérialisation d'une fiche idée, voilà, qui comprend les possibles de génération d'idées de l'atelier au milieu, des mots-clés, une description globale de la solution. La promesse, dont la cible consommateur, et puis des premiers refs, des crayonnés de la solution. Et après, pour passer à l'étape de concept de POC, on reprend cette idée et, comme je disais tout à l'heure, on l'enrichit en mode multidisciplinaire. Donc, c'est aussi bien sur la partie produit, sa culinarité, les dimensions PAC, les dimensions usage. Donc là, on voit avec les dessins un scénario d'usage, puisque le produit permet d'être consommé, le pack permet de consommer le produit directement après réchauffage au micro-ondes, par exemple. Et là, les enrichissements par rapport à la fiche idée, c'était le fait d'avoir des légumes de saison, un emballage assez malin qui se constitue d'un sachet souple, et vous le voyez, une petite feuille qui est scellée au-dessus, qui permet de changer au fil des saisons à moindre coût, sans avoir à réimprimer ou à fabriquer l'emballage complet, par exemple. Et après, on a affiné les éléments descriptifs du produit. Voilà pour cet exemple. Et cette présentation. Et du coup, ce produit-là, c'est un produit qui existe ou c'était qui est sur le marché aujourd'hui? C'est un produit qu'on a développé nous parce que on a des accords de confidentialité qui sont assez très stricts, donc c'est difficile de montrer, voire impossible de montrer les projets sur lesquels on travaille. Donc on s'est appliqué la méthodologie à nous-mêmes également, mais il a fait l'objet de prix innovation aussi. Véronique, je ne sais pas si tu veux compléter peut-être un petit peu, mais... Non, c'est exactement ce que tu évoques. En fait, c'est pour illustrer notre méthodologie et finalement, à partir disons d'un insight, comment on travaille et quel peut être en fait le résultat du produit. Il a obtenu le trophée innovation au CFIA en 2019. D'accord. Merci en tout cas pour votre présentation. On a une question là dans le chat de Jean-François Delage. Donc en termes d'organisation, de gestion de projet, quelle approche avez-vous entre les différents types d'innovation? Est-ce que c'est différent selon que ça soit une innovation de rupture ou une innovation incrémentale? Est-ce que... Alors, je ne sais pas si on peut qualifier un peu en termes d'organisation de gestion de projet. Je ne sais pas ce qu'on a derrière. C'est par rapport à la démarche qu'on a présentée tout à l'heure. Alors, notre démarche, on l'a dit, elle est modulable en fait. Donc, elle y a ce continuum qui nous paraît, qui est vraiment la base de notre structuration, puisque c'est l'enchaînement justement entre la phase de conception et la phase de développement qui comprend différentes étapes. Donc, on va dire que la structuration globale est la même, mais on travaille vraiment en sur-mesure pour chacun des projets, chacune des structures avec qui que l'on accompagne. Donc, à la fois cette démarche globale et on va dire la colonne vertébrale de notre démarche, mais à la fois on s'adapte totalement en fonction de la nature du projet, des contraintes potentielles, évidemment de temps, de budget. C'est rare aussi, il faut se le dire, qu'on puisse faire la démarche de A à Z, tout simplement pour des raisons budgétaires, parce que c'est une démarche qui peut être vraiment conséquente en termes de temps et de budget aussi.
Donc, on essaye de vraiment s'adapter au mieux avec des étapes qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins prégnantes. Par contre, de partir d'un minimum du consommateur sur toutes les phases d'amont pour développer ensuite sur lesquelles s'appuyer pour générer des idées, puis ensuite passer à une étape de concept avant de lancer la phase développement. Pour nous, ça fait partie des paramètres primordiaux. Donc, je dirais que l'organisation de son projet de façon générale, on retrouve à peu près les mêmes constituants, en tout cas les paramètres principaux, mais si c'est entre incrémental ou de rupture, c'est plutôt la nature des challenges créatifs qui change, par exemple, ou le type de personnes qu'on invite à participer aux ateliers qui peut être changé aussi, ou en tout cas, c'est de se dire très clairement, quand on monte les ateliers créatifs, par exemple, soit on est en incrémental, soit on est en rupture, parce qu'on ne va pas forcément mettre en œuvre les mêmes outils d'intelligence collective au cours de l'atelier, par exemple, pour aller chercher l'innovation de rupture. Ça fait appel à un lâcher-prise aussi des participants. Ça fait appel à des logiques. Nous, on travaille beaucoup sur les logiques créatives, donc qui peuvent être aussi très, très différentes. Je ne sais pas dans quelle mesure ça répond complètement à la question. Non, mais c'est parfait en tout cas. Merci Elodie. Bon, là, on a un petit peu dépassé. Donc, on va enchaîner. Merci en tout cas à toutes les deux pour votre présentation. Merci à vous. Avec plaisir. Donc, je vais laisser la parole à Ornella, qui va aussi vous présenter un exemple de refonte de packaging. Je te laisse la parole, Ornella. Merci Véronique et Elodie pour la présentation et également pour la présentation de la méthodologie justement de gestion de projet pour maximiser les champs du projet. Effectivement, comme vous l'avez souligné, le questionnement du consommateur est un acte très important. Et là, je vais vous présenter justement un exemple qui a eu lieu en région Hauts-de-France en 2018 avec l'entreprise Pâtisserie des Flandres que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, rapidement, pour représenter le contexte, donc Pâtisserie des Flandres est une entreprise située à Arkenheim-Lies, donc dans les Hauts-de-France, qui est spécialisée dans tout ce qui est gaufres, gaufrettes apéritives, donc biscuiterie, pâtisserie, notamment avec une spécialité régionale. L'entreprise commercialise ses produits sur le marché local et international et environ une petite quarantaine de salariés. Donc, en 2018, Pâtisserie des Flandres voulait justement retravailler un peu sur son packaging de la galette fine, qui est l'un des produits phares qui sont commercialisés en GMS, et dans l'objectif de redynamiser les ventes, parce qu'effectivement, ils ont constaté que les ventes stagnaient un peu, et donc le packaging était un levier justement pour pouvoir se démarquer en rayon et mettre en valeur le produit. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons accompagné Pâtisserie des Flandres, également dans le cadre d'intérêt de co-design aliments et avec le soutien surtout de Junia, de Lisa, aussi bien de l'équipe d'encadrement que des étudiants. Donc, dans le cadre du projet co-design aliments, nous avons utilisé la méthodologie du co-design justement pour résoudre la problématique et donc travailler sur le packaging des galettes fines dans l'idée justement de pouvoir le faire démarquer en rayon et pouvoir stimuler les ventes et le faire avancer. Donc, globalement, comment s'est passé, quelle démarche projet a été mise en place? Donc, du coup, dans un premier temps, comprendre le marché et les usages. Donc, comme présenté, donc l'idée, c'est d'interroger, de comprendre justement quelles sont les attentes des consommateurs. Donc, à ce sujet, il y a différents outils justement qui peuvent être utilisés et c'est toute la compétence justement des personnes qui font l'accompagnement qui est de pouvoir mettre en place un protocole justement qui est spécifique aux besoins de l'entreprise. De là, on peut éventuellement également identifier les causes à mettre en parallèle avec les attentes justement des consommateurs, aller s'inspirer pour générer des idées. Ensuite, construire une maquette ou un prototype. Dans le cadre de ce projet, 5 maquettes ou prototypes ont été construits. Et justement, ce qui est important justement dans ce genre de démarche, c'est de mobiliser différents acteurs et essentiellement les consommateurs. Plus on mobilise de consommateurs, plus on a la chance d'avoir un
retour terrain qui est efficace, et également différents types de publics, des experts, surtout les collaborateurs de l'entreprise qui ont aussi un regard interne. Cela va permettre justement avec cette maquette de peaufiner donc toute la partie justement étude de la faisabilité technique et économique, donc qui peut se faire en fonction de la nature du projet avec différents types de prestataires. Et donc c'est une étape également qui a été mise en place dans le cadre du projet, aussi bien par l'équipe projet que après par l'entreprise avec ses prestataires. Les prestataires également peuvent intervenir justement au moment de la phase de réflexion et de génération d'idées. Ensuite, bien évidemment, il y a le lancement et l'évaluation, parce que toujours, malgré un POC, lorsque le produit est lancé, on a toujours des retours du marché, et donc il faut toujours se dire qu'on est dans une démarche d'itération qui est une démarche indispensable au processus d'innovation. Alors, globalement, je vous présente les résultats quelques résultats, parce que justement, toujours pour des questions de confidentialité, on ne peut pas tout présenter, mais quelques résultats justement des 3 dernières phases. Donc, sur la partie proof de concept, donc maquettisation. Donc, ce premier schéma montre un peu justement comment on peut traduire des idées justement rapidement en schéma. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant les idées et les attentes des consommateurs, et la traduction en petites maquettes. Donc là, c'est la maquette justement qui finalement a été traduite et qui aujourd'hui a donné le produit, enfin le packaging final qui se retrouve en rayon. Mais il faut savoir que d'autres maquettes peuvent être produites, et justement il faut toujours questionner ces maquettes et voir si finalement dans toutes les maquettes, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à garder ou pas. Et justement, une étape indispensable qui est l'étude de la faisabilité technique. Donc, par exemple, dans le cas de ce projet, c'est la validation de cette preuve de concept, donc en fonction des contraintes techniques et économiques, aussi bien avec le prestataire, donc l'épaisseur du carton, le passage sur machine, enfin voilà, la taille du packaging, et du coup, qui est une phase importante. Donc, globalement, au lancement et à l'évaluation, donc on a ce packaging final donc, qui ressemble pas mal à cette maquette qui a été proposée. Et donc, disons que justement, les éléments qui avaient été mis en avant, c'était justement la possibilité de voir le produit et la praticité également du packaging, avec la possibilité d'avoir une barquette qui permet justement de manipuler le produit ou de le présenter en dehors justement de la consommation directe. Donc justement, ces 2 éléments ont été mis en avant, et justement parmi toutes les maquettes, c'est celle qui a été réalisée, dont je vous ai montré la photo précédemment, qui a permis de remplir justement toutes les contraintes, aussi bien de passage sur machine. Donc, voilà un petit exemple justement de projet qui a été réalisé en Haute-France et qui a pris en compte justement cette démarche projet qu'on vous propose dans le cadre de Pocaliment. Et donc, on voit bien le passage de ce packaging à ce packaging final, et donc qui est un résultat concret qu'on peut retrouver justement sur d'autres thématiques. Donc, justement, c'est ces démarches que nous vous proposons dans le cadre de Pocalim. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, déjà, dans un premier temps, le cadrage du projet pour bien comprendre votre besoin. Ensuite, la réflexion d'atelier collaboratif avec différents membres de votre équipe, de vos consommateurs surtout, ou éventuellement, de vos collaborateurs internes ou externes à l'entreprise. Et justement, ensuite, un plan d'action, parce que ce qui est important dans un projet, ce ne sont pas juste les idées, mais aussi la mise en place et le déploiement du projet. Donc, quelques exemples de sujets qui peuvent être mis en avant. Donc, comme ce que j'ai présenté tout de suite, la co-conception d'une maquette dans vos packaging, challenger son modèle d'affaires. Il y a plein d'outils justement pour challenger votre modèle d'affaires, et donc qu'on a à disposition et qu'on peut justement mobiliser dans le cadre de vos projets. Faire des ateliers de créativité juste pour générer des idées, et plein d'autres projets. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous justement pour discuter, ne serait-ce que si vous avez une idée, pour voir justement quelle est la mise en place justement dans le cadre de Pocalim.
En plus de cela, nous avons justement notre action d'accompagnement qui est d'identifier les partenaires ou les prestataires justement pour le développement. Si de la recette, il s'agit d'un produit avec des centres techniques, s'il s'agit de trouver un prestataire pour justement la réalisation du packaging, ou s'il s'agit de mettre en place justement, de mettre en avant quelques arguments que vous pouvez utiliser dans le cadre de la communication de votre produit pour travailler avec des agences de packaging. Et justement, cet accompagnement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps utilisé pour la collaboration, le cadrage, la sollicitation de vos participants, des participants aux ateliers. Mais dans le cadre du financement de la DRAF, cet accompagnement vous est proposé pour un prix hors taxe de 1 410 €. Donc, c'est une opportunité. Bien sûr, la sélection des projets est soumise à la validation de la DRAF, mais n'hésitez pas, l'essentiel, c'est de faire la démarche et nous, on vous accompagne justement pour la concrétisation de votre projet. Au-delà justement de cet accompagnement, de cette réflexion, on a trouvé intéressant de vous présenter également rapidement le diagnostic innovation, qui est un financement complémentaire justement qui peut accompagner l'étude de faisabilité technique justement du POC que nous aurons à réaliser avec vous dans le cadre de Pocalim, et donc qui permet de faire des études technico-économiques en complément de cette réflexion. Et donc il y a différents centres techniques en région tels que l'Adrianor, le CTCPA, PFI Nouvelle Vac, et ensuite d'autres centres techniques en fonction de leur spécificité dans d'autres régions. Donc le CERCI Interface également vous accompagne sur ce dispositif et sur la mise en place de votre projet. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour réussir votre projet, solliciter vos consommateurs, avoir une démarche participative est très importante. Et il y a des outils qui sont là pour vous aider. Il y a des financements qui sont là pour vous aider. Il y a des acteurs qui sont là pour vous aider en région. Et le CERCI Interface a également pensé à un projet justement pour vous aider à concrétiser votre projet. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour échanger et vous avez également nos coordonnées. Merci encore pour votre attention. Il est 10h03, on a dépassé de 3 minutes. Nous allons vous envoyer le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le remplir, éventuellement à nous contacter si vous avez des projets. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux événements et de nouveaux projets. Merci à tous, à bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.